Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous Bonjour. allez. Bonsoir. Comme, comme prévu ou comme d'habitude, on a des petits soucis techniques, quand bien même on s'y prend en avance et on essaie de planifier. Pierre va se connecter d'ici quelques minutes. Premièrement, je voulais remercier à la fois Pierre et vous tous d'être présents ce soir. Une fois n'est pas coutume, on parle pas de médical dans un webinaire Simago, mais on va parler de sécurité informatique et de cybersécurité dans le monde de la radiologie. Deux sujets importants. Alors moi, je ne vais pas du tout parler de ça, mais je vais plutôt parler de pourquoi la cybersécurité est importante pour Simago au sens large, mais pour nous dans nos centres de radiologie. Premier élément, c'est important pour la sécurité de nos installations et de celles de nos partenaires, quelles qu'elles soient. Vous savez que le monde de la santé est de plus en plus sujet à des cyberattaques. Des groupes comme L100, mais des hôpitaux publics également, un peu partout sur le territoire, ont été attaqués sur les 3-4 dernières années. Et la fréquence des attaques est de plus en plus importante. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc l'objectif, c'est de bien sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à ces problématiques-là. Le deuxième élément, c'est que la sécurité au sein de nos groupes, c'est pas uniquement de nos installations et de celles de nos partenaires, c'est aussi la sécurité des données de patients, à la fois personnelles et médicales. Et on se doit d'en être les garants et d'en assurer la sécurité de la meilleure façon possible. Pierre va bientôt réussir à se connecter. Et il y a deux sujets principaux. C'est à la fois un sujet de système, et ça, c'est sa responsabilité, et c'est aussi un sujet de comportement, la cybersécurité, comportement de tout un chacun. Depuis que Pierre est arrivé, il y a maintenant un peu plus d'un an, il accompagne l'ensemble des groupes du réseau dans le renforcement de leur système d'information, le support au sein de chacun des centres, mais également la mise en place à la fois d'outils qui permettent de vous sécuriser dans vos centres. Voilà, je passe la parole à Pierre qui maintenant s'est connecté. Bonjour à tous. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à redémarrer mon poste. Comme je suis le patron en informatique, et le poste m'a lâché au mauvais moment. Donc, alors l'agenda, je ne vais pas trop vous assommer avec d'énormes informations, mais il y a quelques informations, quelques messages à faire passer. Donc, le premier message, donc, on va parler de la protection des données. Le second, ça va être son identité numérique. Le troisième, c'est donc les droits des utilisateurs. Après, séparer les usages professionnels et personnels. L'accès au Wi-Fi que tout le monde adore parce que c'est simple à utiliser. Une vision des cyberattaques que l'on peut observer dans le monde. Et une bonne pratique, dans l'utilisation de l'outil informatique. Après, je vous ferai un tout petit résumé de la directive NIS 2 dont vous allez entendre parler début 2025 parce qu'on va en être abreuvé par les médias et notamment par l'ANSSI et qui nous concerne bien évidemment. Et puis ensuite, on passera la parole à une personne qui va arriver, il est coincé dans les bouchons, mais il va arriver sur une cyberattaque, un exemple de cyberattaque dans le monde de la santé. Donc, combien nous coûtent les cyberattaques en France sur les quelques dernières années? Donc, on voit que c'est exponentiel, donc c'est en milliards de dollars américains. Et vous voyez qu'en 2024, on est rendu à 129 milliards et on n'a pas encore fini l'année. Donc, ce sont des données qui sont d'il y a quelques jours et qui montrent que tout simplement la cybercriminalité en France pèse très lourd. 129 milliards, si on regarde le déficit français, ça pourrait aider beaucoup à combler le déficit français si on mettait cet argent-là ailleurs. Donc pour la protection des données sensibles, donc nous on travaille dans un monde où les données sont très sensibles puisqu'elles concernent le monde de la santé, ça je ne vais pas vous l'apprendre.
Donc, on va détailler un petit peu les différentes barrières que l'on peut mettre en place pour se protéger. Donc, la première des barrières, c'est la barrière physique. Donc, ça veut dire bloquer l'accès au PC. Ça peut être aussi fermer une porte, ne serait-ce que fermer une porte. Quand je vais, par exemple, dans un centre médical, que je vois les portes ouvertes et le médecin qui est en train d'interpréter, c'est un peu gênant. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut essayer de corriger. La mise en place d'un mot de passe. Alors, je sais que j'entends d'ici tous les médecins à qui j'ai parlé, ils me disent tous que mettre un mot de passe, ça leur prend trop de temps. Donc, on verra tout à l'heure qu'on peut mettre aussi un mot de passe pour bloquer l'accès au poste de travail, mais qu'en fait, on peut très facilement, sans avoir à taper sur un clavier, passer ce mot de passe, avec ne serait-ce que la reconnaissance biométrique. Ici, la sécurité des données. Donc, quand vous prenez votre PC sous le bras ou quand vous emmenez des données chez vous sur un disque dur, il faut absolument qu'elles soient chiffrées. Alors, sur tous les PC que l'on donne ou que l'on fournit à toute personne dans le groupe à partir on va dire, d'il y a quelques mois, tous les disques durs sont chiffrés. Il y a une protection des données. Donc, si une personne, même moi, je vole un PC et sans accéder aux données de deux logiciels que l'on a en interne, qui sont parfaitement sécurisés, je ne pourrai pas déchiffrer votre disque dur. Donc, je ne pourrai pas aller voir les données qui sont à l'intérieur. Le troisième principe, c'est former et sensibiliser les utilisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs, ils ont pour habitude d'essayer de se simplifier la vie. Je le comprends moi-même, je l'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Je suis assez strict avec moi-même et ça m'apporte que des bénéfices parce que je me dis, au moins mon identité numérique, elle est sauvegardée. Donc l'idée, c'est vraiment de former les utilisateurs à chaque fois que je vois des personnes qui quittent leur poste de travail sans avoir bloqué leur poste. C'est assez surprenant, mais c'est énervant. Parce que une personne qui passe derrière pourrait par exemple envoyer un message à votre place, donc les insultes, etc., etc. Donc pensez bien à vous protéger, vous, ainsi que vos collaborateurs. Donc ça, je le diffuse à chaque fois que je vais dans un centre en disant bien que les utilisateurs doivent tout simplement préserver l'accès à leur poste de travail en bloquant l'accès au poste de travail. Il y a également tout ce qui est interconnexion avec la messagerie, les phishing, les pop-up diverses qui apparaissent lorsqu'on installe un logiciel. Souvent, on clique sur OK, 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 on ne lit même pas ce qui se passe. Et on verra tout à l'heure que ça peut être très important. Mise à jour des logiciels. Donc, on vous envoie régulièrement des mises à jour notamment sur Microsoft et sur les logiciels d'imagerie pour corriger tout ce qui est vulnérabilité. Alors, je sais que les gens n'aiment pas redémarrer leur poste parce que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est énervant et puis les mises à jour, ça me casse les pieds, mais c'est pour le bien à tous et surtout protéger les données qui sont importantes avec lesquelles auxquelles nous avons accès. Il faut aussi sauvegarder. C'est un sujet où très régulièrement on a des blocages, tout simplement parce que les systèmes de sauvegarde ne sont pas up-to-date. J'ai vu dans un
certains de nos centres des utilisateurs prendre un disque dur externe, lancer la sauvegarde et ramener le disque dur chez eux le soir et recommencer la semaine suivante. C'est un peu problématique. Alors, il y a certains centres où c'est parfaitement traité. Et surtout, quand on fait des sauvegardes, il faut penser à la restauration. Quand vous n'êtes pas capable de faire une restauration, votre sauvegarde ne vous sert pas à énormément de choses, sauf à peut-être sécuriser un peu ce que vous avez dans la tête. La gestion des incidents. Donc, il va falloir qu'on établisse un plan d'intervention en cas de cyberattaque pour minimiser les dommages. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est écrire toutes les procédures pour que ça puisse se passer correctement et qu'on puisse avancer parfaitement bien dans ce domaine-là. C'est-à-dire que le jour où on va se faire cyberattaquer, quelles seront les actions à mener? Qui doit faire quoi? Donc ça, c'est surtout être conscient que l'attaquant n'attend qu'une seule chose, c'est que vous payez votre rançon. Et là, pour le moment, on a eu de la chance. Dans notre domaine, on n'a pas été trop impacté. Après, il nous reste le dernier sujet qui est la partie RGPD. Ça garantit donc la sécurité des patients, l'anonymisation des données patients et juste pour rappel, il y a quelques semaines, une grosse société française s'est fait condamner parce qu'ils n'avaient pas anonymisé les données patients, ils avaient simplement pseudonymisé. C'est-à-dire qu'on pouvait remonter, on pouvait faire marche arrière et remonter au début du process et donc retrouver la donnée du patient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je l'ai indiqué, nous avons un DPO dans la structure. Et donc, vous en découvrez peut-être pour certains l'adresse mail. Donc, c'est dpo@groupe-simago.com. Et toute personne qui a une réclamation, ça arrive sur le DPO. Il y en a eu une aujourd'hui qui a reçu par mégarde un message en disant qu'elle était venue dans un de nos centres. Donc, c'est arrivé sur la partie, l'adresse de messagerie DPO, et on va en tirer des conséquences. On va regarder ce qui s'est passé, est-ce que ça vient vraiment de chez nous, ou est-ce que c'est fait tout simplement usurper son identité, et donc on est dans le cas de ce qu'on a décrit précédemment. Donc, on va passer à des choses un peu plus sympas, maintenant que je vous ai un peu gavé avec quelques notions de base, qui sont très importantes. Donc, son identité numérique. Donc là, on va prendre des exemples. Alors, des exemples qu'en partie j'ai vécu ou qui m'ont été rapportés. Donc, la collecte de données par email. Il y a eu plusieurs campagnes de phishing qui ont été menées dans les hôpitaux en 2023 et 2024. Et ce qu'on demandait aux secrétaires et différentes personnes du monde médical, c'est de confirmer des informations personnelles et des données patients. Donc, ce qui s'est produit à un moment, c'est qu'ils avaient suffisamment de données et donc ils ont commencé à envoyer des données aux employés et aux patients, tout simplement parce que ils avaient les données médicales de ces personnes-là. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à tenir? Les données que vous laissez sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles vous échappent instantanément. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site pour remplir quelque chose, il y a toujours une personne mal intentionnée qui est en train de regarder ce que vous faites. Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez recevoir, si vous regardez, je ne sais pas moi, vous voulez acheter une voiture, vous allez recevoir dans les minutes qui suivent tout un tas de publicités sur les voitures, quand vous cherchez ça sur Google. C'est assez impressionnant. J'ai fait moi-même l'expérience, c'était ce week-end, pour voir quel était le temps de réaction. Ça a été à peu près une dizaine de secondes. Et je me suis retrouvé avec toute une flopée de pubs en disant venez chez nous pour acheter une voiture. Donc, vous voyez que ces données sont très très vite récupérées par tous les moteurs et par toutes les personnes qui peuvent être bienveillantes comme malveillantes. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, quand les personnes ont donné leurs informations, on en a déduit le mot de passe, on a usurpé leur identité pour certains. Donc, il faut être vigilant lorsque vous remplissez un formulaire et surtout ne transmettre que les informations strictement nécessaires.
Tout ce qui est cases à cocher. Alors, il y a quelques temps en arrière, on devait cocher les cases pour donner accès, pour conserver les données, etc. Sur beaucoup de sites encore, on voit que c'est le sens inverse, c'est-à-dire que par défaut, vous partagez toutes vos données avec les personnes à qui vous confiez votre formulaire. Et après, il peut être vendu sans que vous en aperceviez. Donc, soyez vigilants lorsque vous avez des échanges de données avec les utilisateurs. Tout utilisateur, à partir du moment où vous partagez les données avec quelqu'un, même ne serait-ce qu'une personne, si vous donnez votre mot de passe à une personne, c'est plus un mot de passe. Donc ça, il faut le retenir. Alors, comment bien choisir son mot de passe? Alors, là, c'est un exemple réel et vécu, puisque c'était dans ma société précédente. J'avais un comptable qui ne s'appelle pas Julien, mais on va l'appeler Julien, et qui vérifiait l'état des comptes régulièrement sur le site Internet. Il avait eu la bonne idée, pour se souvenir du mot de passe, comme il était comptable, de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça paraît stupide, mais c'est sa seule méthode pour se souvenir du mot de passe. Ou alors de l'écrire, c'est ce qu'il m'avait dit, ou alors je l'écris sur un papier, ce qui est pire encore. Donc son mot de passe a été hacké en quelques instants par des outils automatisés. Je vous en ferai une petite démo tout à l'heure du temps nécessaire pour décrypter un mot de passe de 6 chiffres. Donc l'entreprise s'est fait voler 1 million d'euros puisque tout simplement ils avaient le login et mot de passe du monsieur. Donc il y a eu des virements qui ont été réalisés évidemment un vendredi soir, ce qui fait que personne ne s'en est aperçu avant le matin. Alors, les bonnes pratiques. Donc, le mot de passe est un outil d'authentification, mais aussi de votre protection. C'est votre protection personnelle. Donc, il doit avoir minimum entre 8 et 10 caractères. Il faut avoir des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Si vous n'avez pas ça dans vos mots de passe, il faut vraiment y réfléchir et créer un mot de passe qui soit solide. Il faut éviter, par exemple, de prendre, je ne sais pas, si vous avez un enfant qui s'appelle, par exemple, Pierre, et que vous mettez Pierre 2020, parce qu'il est né en 2020, si sur les réseaux sociaux, vous avez marqué que vous avez un enfant qui s'appelle Pierre et qui est en 2020, je peux vous garantir que les hackers vont s'en donner à cœur joie et vont prendre Pierre 2020 tout de suite. Il faut éviter aussi des mots qui figurent dans le dictionnaire. On en verra un tout à l'heure qui a été particulièrement hacké. Donc, 2 méthodes simples. Moi, je n'utilise pas celle-là, mais ça peut aider certaines personnes. Il y a la méthode phonétique. Donc, ce sont les 2 exemples, enfin l'exemple qui est dessous. Après, vous avez la méthode de la première lettre. Après, vous avez toutes les méthodes qui sont bonnes à partir du moment où vous ne diffusez pas votre mot de passe à qui que ce soit, même à un collègue. Ou alors, si vous le donnez à un collègue, il faut savoir qu'il faut le changer dans les 20 minutes qui suivent, sinon ce n'est plus un mot de passe. Donc voilà la robustesse des mots de passe. Vous vous souvenez, je vous ai dit un mot de passe de 6 chiffres. Tout simplement, un attaquant, c'est immédiat. Avec une machine relativement simple, vous décryptez ça dans la seconde qui suit. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir 8 caractères, entre 8 et 10 caractères, et de mettre des majuscules et des chiffres, et vous vous trouvez avec un mot de passe qui a une durée de vie approximativement de 7 ans. Donc avant que quelqu'un vienne vous le casser, ça prend un peu de temps. Souvent, quand on regarde sur les RIS ou sur les PAX ou sur toute application dans le groupe, je dirais qu'on a des mots de passe qui sont des chiffres, 1, 2, 3, 4, ou des lettres, quelques lettres en minuscules. Donc vous voyez, si c'est 4 lettres, c'est immédiat également. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut être conscient qu'il faut faire l'effort sur ce sujet-là du mot de passe pour se protéger et protéger les données auxquelles vous avez accès. Alors un petit test. Ce petit test-là, vous pouvez le faire à tête reposée. Vous allez sur le lien que j'ai mis ici. Vous allez ouvrir la petite fenêtre qui est ici, et donc vous allez avoir à rentrer votre adresse mail. Mais vous pourrez aussi tester la robustesse de votre password ou combien de fois il a été hacké.
Alors, j'ai pris quelques exemples. Donc, c'est deux médecins qui utilisent leur mot de passe, enfin, qui utilisent leur adresse mail régulièrement pour m'écrire. Et donc, j'ai pris et je suis allé pour voir s'ils avaient été attaqués. Donc ici, on peut voir que celui qui est en haut, en bas à gauche, tout simplement, on lui a pris son mot de passe et on lui a pris son adresse mail. C'est-à-dire que si depuis 2017, cette personne-là n'a pas changé son mot de passe et son adresse mail, c'est dans la nature, on pourrait écrire, les personnes pourraient écrire à sa place, pourraient se connecter sur sa boîte mail. J'ai pris une autre personne, donc vous voyez, son adresse mail a été aussi hackée avec le mot de passe. Ça date de 2017 et quand on descend en 2021, il a été aussi hacké par un autre moyen sur un autre site. Donc à chaque fois, quand vous allez voir c'est assez instructif, hein, quand vous allez voir ce site web, vous pouvez mettre votre mot de passe, enfin votre adresse mail et vous pouvez regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ça vous forcera certainement à changer votre mot de passe, ne serait-ce que votre mot de passe personnel. Et là, j'ai mis une adresse donc, qui est la mienne. Je ne le cache pas, même si j'ai mis du noir sur la présentation, c'est groupe Simago. Donc là, étant donné qu'on est sécurisé, on ne peut pas venir nous casser notre sécurité. Pour le moment. Parce qu'on sait tous que faut le changer régulièrement et que c'est un point important. Maintenant, j'ai fait un test sur un mot de passe. Alors, c'est le mot de passe France avec un F majuscule. Et curieusement, il a été hacké, donc on le voit ici, il a été récupéré 96 000 fois, plus de 96 000 fois. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui utilisent le mot de passe France. Il y en a peut-être dans la visio. C'est assez surprenant, mais il y en a qui le font. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce site-là. Il est très intéressant et ça vous permet de regarder vraiment si vous avez été hacké. Si vous avez été hacké, le seul conseil, c'est de changer le mot de passe et de mettre un mot de passe minimum de 8 caractères avec caractère spécial, etc. Donc, à titre personnel, comme dans l'environnement professionnel. Donc, maintenant, passons aux droits des utilisateurs. Donc là, on va reconnaître une application qu'on utilise, que beaucoup de médecins utilisent tous les jours, ainsi que beaucoup de nos collaborateurs, c'est l'utilisation du RIS. Donc je me suis retrouvé face à... Alors, j'ai mis le fournisseur de RIS impose, et je me suis retrouvé face à 4 fournisseurs de RIS qui m'ont dit non, mais pour que notre logiciel fonctionne bien, il faut absolument que la secrétaire médicale, comme tout utilisateur, soit administrateur de son poste. Et là, je dis, ça, c'est pas possible. On a réussi à faire plier 3 fournisseurs de RIS et de taxes. On va faire plier les autres également pour avoir une solution beaucoup plus sécurisée. Et voilà ce qui s'est passé en naviguant sur Internet. Donc ça, c'est un cas réel qui s'est passé chez nous. On l'a détecté avec le logiciel Atera, dont certaines personnes ont déjà entendu parler. Et on a tout de suite bloqué. En naviguant sur Internet, donc elle a cliqué sur une page infectée sans le savoir, et puis un programme malveillant qui s'est installé. Donc l'attaquant, il avait réussi à désactiver l'antivirus, et c'est là où on l'a repéré. Et donc, il aurait pu avoir accès, on l'a stoppé au moment où il allait avoir accès par une porte dérobée donc au RIS. Et il aurait pu même, il avait commencé à s'installer sur la machine et il aurait même pu aller jusqu'à, avec son cheval de Troie qu'il avait installé, mettre un petit programme qui allait allumer la machine durant la nuit. Donc ça pouvait être assez grave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, les bonnes pratiques, c'est les droits d'utilisation le moins élevés sur votre poste. Donc on revient à des choses... on est utilisateur et non administrateur. Pour ma part, moi, lorsque je me connecte sur mon poste de travail, je me connecte systématiquement en utilisateur. Alors, je rame suffisamment parce que quand il faut installer, quand il faut faire des tests, etc., je dois mettre mon mot de passe administrateur qui doit faire 18 ou 19 caractères. Et tous les informaticiens du groupe, je leur ai demandé de pratiquer, de prendre les mêmes habitudes.
Donc, vous voyez un petit peu le chemin qu'on a à faire et que j'ai commencé à faire aux personnes qui nous fournissent les logiciels et les solutions. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la solution doit être bien développée et sécurisée. Quand on dit on va prendre une solution open source, il faut faire excessivement attention parce que tout le monde a mis des backdoors dedans, donc des portes dérobées. Et donc, il faut vérifier que ça n'est pas en danger notre système d'information. Les bons usages des outils informatiques. Alors là, on va parler de l'outil personnel et de l'outil professionnel. Donc là, c'est un chirurgien qui regarde les résultats d'un examen. Donc c'est une expérience que j'ai vécue il y a 3 ans en arrière. On était interconnecté avec le groupe Ramsay. Et donc, il y a un chirurgien qui s'est fait infecter. Et sans qu'il s'en aperçoive, un attaquant donc, a réussi à rentrer sur son poste. Il a récupéré pendant plusieurs jours, donc le chirurgien s'est aperçu de rien. Il a récupéré pendant plusieurs jours les données qui étaient sur les serveurs de son employeur. Et toutes ces données ont été revendues sur Darknet. Il les a pas chiffrées. L'attaquant n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Il n'a pas chiffré, puisqu'on s'est aperçu que, les gens de cette société-là se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui se passait sur leur serveur. Donc, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa démarche. Mais sachez que parfois, on va jusqu'au bout. Et on en fera la démonstration tout à l'heure. Donc, les bonnes pratiques. Et évitez de faire suivre vos mails professionnels sur votre messagerie personnelle, parce que vous avez parfois des données qui sont dedans et qui n'ont rien à y faire sur la partie personnelle. N'hébergez pas de données professionnelles sur vos équipements personnels. Alors, je sais que les médecins actuellement utilisent leur propre PC, ils se disent mais comment je vais faire? On vous apportera quelques solutions d'ici quelques semaines. Ne pas utiliser les clés USB, ça c'est à proscrire. Alors, je sais que c'est un outil très très intéressant pour passer des données d'un poste à un autre, mais très sincèrement, c'est aussi un outil particulièrement intéressant pour passer les virus d'un poste à un autre ou un cheval de Troie d'un poste à un autre. On doit être prudent avec ses smartphones. Donc ça, c'est l'outil que tout le monde adore et que tout le monde a dans la main toute la journée. Mais il faut faire excessivement attention parce que lorsqu'on installe un petit logiciel, quel qu'il soit, on fait suivant, on ne fait pas attention à ce qui se passe. Êtes-vous vraiment d'accord pour installer cette option, etc. Et dans le cas présent, tout simplement, il y a un attaquant qui avait placé un petit logiciel espion derrière. Et ça permettait d'avoir accès aux SMS et au WhatsApp. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont friands des WhatsApp. Donc, voilà, faites très attention quand vous installez un logiciel. Évitez lisez vraiment avec une grande attention toutes les petites coches et n'installez seulement que ce dont vous avez besoin. Ça, c'est les 2 bonnes pratiques. Installez seulement les applications vraiment nécessaires. Et surtout, quand vous partez à l'étranger, faites attention parce qu'on vous dit oui, vous êtes à l'étranger, donc il faut installer ça pour. Faites très attention. D'expérience, j'ai des personnes qui sont venues avec des postes infectés et on a dû carrément désinstaller complètement le téléphone pour le réinstaller. Donc, et vous apercevez pas que vous êtes victime d'une attaque de ce type-là. Ne préenregistrez jamais aucun mot de passe. Alors, je sais que là, je me heurte à un mur. Les gens n'aiment pas, ils veulent absolument enregistrer leur mot de passe. Mais est-ce que vous donneriez votre code de carte bleue avec la carte bleue? C'est exactement le même principe. Parce que si vous enregistrez votre mot de passe, imaginez, vous accédez à vos comptes comme ceux dont on a parlé tout à l'heure. Le cyberattaquant, lui, il est très friand de ça, et puis vous voyez disparaître vos données très rapidement. Donc ça, c'est une leçon à retenir et vraiment à intégrer. Après, il y a la simplicité d'accès au Wi-Fi. Alors là, j'ai mis volontairement des choses de la maison, puisque
on a le babyphone, on a la webcam, tout ça c'est interconnecté. Et pour notre grand bonheur, ça nous sert beaucoup, mais il y a des soucis de sécurité sur ces équipements-là. Donc faites très attention quand vous achetez ces équipements-là. Le moins cher n'est pas forcément le plus mauvais, mais vraiment regardez avant sur Internet pour tous ces équipements-là. Et surtout, donc, vous pensez toujours qu'il y a un cyberattaquant qui peut passer par là pour vous voler vos données personnelles et accéder aux données professionnelles en passant par là. Et surtout, quand vous êtes dans une zone où il y a du Wi-Fi, faites attention, essayez de vous connecter, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un TGV, vous voyez tout le monde connecté, essayez de vous connecter plutôt avec votre téléphone en partage locaux. Ça vous simplifie, enfin, ça vous sécurisera beaucoup ce que vous faites. Donc, le Wi-Fi. Donc là, vous avez une borne Wi-Fi, enfin, pas une borne, une box Wi-Fi, qui est dans un coin, placée dans un coin depuis des années, personne ne s'en est soucié, et elle a une clé web. Et puis, vous avez des petits malins qui regardent, tout simplement, on peut regarder avec un téléphone, quels sont les Wi-Fi, quels sont les Wi-Fi ouverts, comment ils sont sécurisés, etc. Et puis, vous avez une personne, tout simplement, qui a cassé la clé web. Si vous regardez sur Internet, c'est très, très facile. Vous utilisez pratiquement n'importe quel logiciel du marché. Vous allez casser la clé web de votre voisin si jamais il y a encore une clé web. Et puis, cette personne-là, c'est tout simplement à attaquer un site gouvernemental. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Pierre Gicchio, ici présent, ainsi que le DG de l'époque où je me trouvais, on s'est retrouvés au rez-de-chaussée avec la police en face de nous, et nous mettant en cause dans une enquête parce que, tout simplement, on nous accusait d'avoir attaqué un site gouvernemental. Donc, il a fallu qu'on prouve que ce n'était pas nous, mais sachez que ça peut aller jusque-là. Donc, les bonnes pratiques avec le Wi-Fi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Un Wi-Fi mal sécurisé, c'est semblable à si vous avez votre porte d'entrée sans serrure. Donc, ça veut dire que vous dites aux personnes, allez-y, venez chez moi, venez me piller tout ce que j'ai. Ça, c'est très, très important d'avoir en tête que les box d'ancienne génération qui sont encore chez nous, dans notre groupe, on peut, si jamais la clé web est activée, tout simplement, on peut se retrouver dans le même état. Alors, on a découvert quelques-unes et on les a immédiatement débranchées. Donc, l'entreprise dans laquelle vous êtes, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on fournit un QR code pour se connecter et on sécurise vraiment les postes de travail. C'est-à-dire qu'un poste de travail ne peut pas se connecter au Wi-Fi s'il n'est pas reconnu par tous les systèmes de sécurité qu'on a mis en place. Et même avec ça, si vous avez accès à la partie interne de l'entreprise, si vous vous connectez avec votre téléphone, comme il n'est pas reconnu, vous allez vous connecter à l'extérieur et vous n'aurez aucune interconnexion possible entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça, ce sont les bonnes pratiques que l'on a mises en place dans le groupe Simago et qu'on va généraliser sur tous les centres. Je vous donne une image d'une carte en temps réel. Alors, je pourrais vous la faire défiler. Vous y aller sur n'importe quel détecteur en temps réel de cyberattaque et vous verriez le même style de carte. Donc là, on m'a dit tout à l'heure, oui, ça arrive dans la zone Belgique. On ne voit pas celui-ci. Ah si, c'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Oui, donc ça, c'est une carte de cyberattaque en temps réel. Et donc, on voit qu'il y a un tuyau qui arrive en Belgique, au-delà de la Belgique et vers Amsterdam, qui donc, tout simplement, on voit les cyberattaques arriver par là. Donc, si vous changez de fournisseur, si vous allez chez un autre fournisseur de firewall, vous allez avoir le même style de carte. Et quand vous la regarderez, vous l'animez, vous voyez les attaques en live, ça fait un peu peur.
Et quand on est bien sécurisé avec plusieurs barrières, on arrive quand même à en juguler beaucoup. Alors, les bonnes pratiques du numérique pour réduire les risques, quelles sont-elles? Donc, quelques règles à s'imposer. Il y a la barrière physique dont on a parlé, la barrière digitale, maintenir le parc informatique à jour. Ça, nous, on s'en occupe pour vous dans le groupe avec donc un bel outil qui s'appelle Atera, qui n'est pas un outil pour hacker les gens ni pour les surveiller comme beaucoup de secrétaires l'ont pensé au début, mais c'est vraiment pour vous maintenir à jour vos postes de travail. Tout à l'heure, on a mis à jour Defender, donc l'antivirus, nous, nous a demandé de mettre à jour l'ensemble du parc parce qu'il y avait une attaque, il y avait une faille de sécurité. Ça nous a pris quelques instants avec Jean-Marc pour le faire. Utiliser donc les outils professionnels pour accéder aux données et éviter d'utiliser vos outils personnels, ça c'est important. Utiliser la messagerie professionnelle et personnelle, c'est le même style. Et ne pas se connecter à sa messagerie personnelle à partir de son PC pro. Tout simplement parce que c'est par là que rentrent beaucoup de choses. Alors, on peut l'interdire. Pour le moment, on ne l'a pas interdit, mais il arrivera un moment où on devra l'interdire puisque la réglementation nous l'imposera. Alors, comment simplifier la barrière digitale, notamment pour les médecins qui vont partir de leur poste et qui vont donc avoir un écran bloqué? Tout simplement, on peut mettre une Windows Hello caméra au-dessus de l'écran et il va reconnaître votre visage et va vous débloquer. Si vous partez de votre poste, quelques instants plus tard, on peut très bien imaginer bloquer le poste. Quand vous allez revenir devant, ça va vous réouvrir également. Si vous prenez une autre personne qui est également enregistrée, donc un autre médecin, on peut imaginer un manip. Il arrive devant le poste. Si jamais il a déjà été enregistré, il ouvrira une session qui sera la sienne et non pas la vôtre. La vôtre restera ouverte. Lorsque vous allez revenir devant le poste, vous pourrez continuer à travailler 15 minutes, 20 minutes plus tard, sans rentrer votre mot de passe. Il faut simplement avoir votre visage. Et une photo, il est à noter qu'une photo, même grandeur nature, ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une des méthodes les plus simples que l'on va mettre en place pour tout simplement pour vous faciliter la vie dans l'utilisation des mots de passe et dans l'efficacité. Alors, maintenir son poste de travail à jour, c'est aussi faire un reboot de son PC une fois par semaine. Ça, je me bats tous les jours avec ce genre de choses-là. Et ça prend que quelques instants. On peut le soir, on l'éteint et ça fonctionne bien. On le reboot, ça marche très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on redémarre beaucoup de PC la nuit de mercredi à jeudi, donc ce soir, enfin cette nuit. Beaucoup de PC, tous ceux qui sont en ligne vont redémarrer. À l'exception, on a mis quelques exceptions pour le top management et pour quelques machines et sur certains sites. Mais sachez qu'on le fait pour vous éviter d'avoir des soucis. Alors certaines machines sont éteintes. Jamais redémarrer, etc. Donc ça, on les traque et on les met à jour, on les reboot dès que l'on peut quand l'utilisateur n'est pas sur le PC. Et redémarrer la machine avec les systèmes que l'on a à l'heure actuelle nous permet aussi de conserver vos données qui n'ont pas été sauvegardées, puisque dans le reboot, on sauvegarde vos données avant de rebooter la machine et on vous réouvre les mêmes applications. Donc maintenant, passons aux versions de Windows. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu des évolutions de versions de Windows. On a eu beaucoup de versions, notamment Windows 10. Il n'en reste plus que 2 de valides, la 22H2 et la 23H2. Et nous surveillons, point de vue informatique, toutes ces versions-là pour pouvoir passer les PC en version Windows 11 24H2. Puisque c'est la dernière et elle durera pendant encore 2 années. Donc maintenant, comment se compose notre parc? On a à peu près 1200 machines actuellement. On a 1% de Windows 7. On a 0,1% de Windows 8. C'est la première fois dans une structure que je vois du Windows 8
Et le pire, c'est que ce sont des Windows 8 édition familiale. Donc autant vous dire que c'est catastrophique puisque la sécurité Windows 8 depuis 2016, ça fait 8 ans que ça n'a pas été mis à jour et il n'existe plus de mise à jour évidemment pour Windows 8. Et en plus, édition familiale, je crois que c'était 2015. Donc le reste du parc se compose de Windows 10, Windows 11. Pour certains PC en Windows 10, on a des éditions familiales également. Donc là, on est en train de sévir pour changer ces machines-là. Et en plus, ce sont des machines qui ne pourront jamais passer en Windows 11. Donc, on les maintient pour le moment, mais on est en train de procéder au changement du parc petit à petit. On a à peu près, on va dire, 300 à 400 machines qui ne passeront pas de Windows 10 à Windows 11. Et les autres qui sont en Windows 10, petit à petit, on va les faire passer en Windows 11. Donc ça, c'est un travail qu'on a à faire avant mi-octobre 2025. Alors maintenant, pourquoi utiliser un PC Pro pour accéder aux données de l'entreprise? Tout simplement parce que nous, on est là pour vous aider. Les systèmes informatiques sont suffisamment mûrs. Donc on met à jour régulièrement vos postes. On analyse avec notamment Microsoft et Atera le comportement de votre poste. On regarde ce qui se passe. Et ce matin encore, j'ai eu une alerte sur un poste où il y a un outil qui a essayé de s'installer, sans l'accord évidemment de l'utilisateur, mais qui était un cheval de Troie. Donc Microsoft l'a immédiatement éjecté et m'a alerté. Et donc sur l'alerte, on voit exactement le poste, on voit ce qui s'est passé. C'était un mail qui avait été ouvert par une advertence. Donc c'était passé à travers le mail, mais la faille a été corrigée par Microsoft pendant la nuit probablement, et quand ça a été essayé de s'installer, ça a été bloqué. Donc c'est les deux outils principaux qu'on utilise pour le moment, Microsoft et Atera. On est en train de tester d'autres choses pour voir s'il y en a qui sont plus efficaces. Alors, la messagerie professionnelle, pourquoi l'utiliser? Donc on va utiliser de plus en plus Outlook avec Office 365. Donc pourquoi? Parce que tout simplement on filtre. Alors c'est Microsoft qui filtre, c'est pas moi personnellement, c'est Microsoft qui filtre avec tous les moteurs qui existent. On filtre aussi toute la partie contenu des messages et on bloque aussi 98% des spams. Donc c'est assez important. Malheureusement, il y a des choses qui passent. On a encore vu aujourd'hui, j'ai eu encore des mails qui sont arrivés, qui m'ont été poussés. Alors, je ferai un petit point tout à l'heure sur les mails poussés comme ça, c'est pas normal. Mais il y a certaines personnes qui commencent à comprendre qu'il vaut mieux prendre une photo du mail et me l'envoyer plutôt que de pousser le mail et qui risquerait d'infecter d'autres machines. Donc là, si on compare avec vos mails, même mon mail personnel, seulement 5%, dans 5% des cas, les messageries personnelles ont vraiment un filtre efficace parce que tout simplement, on prend des mails perso qui sont gratuits. Donc, vous n'allez pas payer pour un anti-spam, vous n'allez pas payer pour la validation de programmes qui sont un peu bizarres, ou alors vous recevez un mail avec quelque chose dedans, vous ne faites pas attention, vous cliquez dessus, ben voilà, ça y est, votre machine est infectée. Donc, sachez que c'est pour cela qu'on va vous demander d'utiliser de plus en plus les messageries professionnelles à la place de vos messageries personnelles. Et on fournira à tous les médecins, à tous les employés qui en auront la nécessité des adresses de messagerie pro. Donc le NIS 2. Alors, le NIS 2, c'est la directive européenne qui va arriver début 2025. On va dire ça comme ça. Elle y est même, mais on va dire début 2025, elle va vraiment être appliquée. Donc, c'est toute la partie sécu, réseau et système d'information. Alors là, je vous ai mis quelque chose qui est assez imbuvable pour vous, mais je vous ai simplifié tout de suite la chose pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse dans le NIS 2? Le champ d'application, on est bien dedans. La santé. Le chiffrement des données, je vous en ai parlé tout à l'heure. La continuité de service, on ne l'a pas encore tout à fait, puisqu'on a simplement des sauvegardes, mais pas partout. On n'a pas de système vraiment de sauvegarde dans un endroit bien sécurisé. La déclaration des incidents, donc ça devra être fait sous 24 heures pour les incidents majeurs et pour les incidents non urgents sous 72 heures.
Ce qu'il faut savoir, c'est que on est tracé et si on n'informe pas les autorités compétentes, ils sauront nous retrouver, ils viendront nous auditer et là, on peut avoir une sanction assez importante. Donc, parlons donc des sanctions et des contrôles renforcés. Donc, c'est soit 10 millions du chiffre d'affaires ou alors 2% du CA. Ils ont le choix entre les deux. C'est le plus intéressant pour eux. La culture cybersécurité, donc la sensibilisation et l'adoption des bonnes pratiques, donc c'est ce qu'on va s'astreindre à faire. Et on va passer à chaque fois que je passerai dans un centre, ainsi que toutes les personnes de l'informatique, ainsi qu'au siège, on va évangéliser les gens en leur disant faites attention à ça. Les bonnes pratiques, c'est ça, etc. Donc on a un petit leaflet qui va être édité et qui permettra d'aider les gens dans leur démarche. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, je vais passer la parole à M. David Bécu, qui va vous conter une belle histoire, la cyberattaque, une cyberattaque qui a été vécue. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis David Bécu. Aujourd'hui, je suis le directeur France de l'offre cybersécurité et data protection chez Dell France. Et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Donc, de manière assez classique, on est malheureusement confronté à peu près tous les jours à des cyberattaques et à des clients qui nous appellent à peu près tous les jours en disant écoutez, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Aidez-nous. Voilà ce qu'on a au quotidien. Donc, de manière assez classique, vous avez dû entendre parler d'une cyberattaque qui était l'une des premières, qui s'appelle le CH Sud Francilien. C'était son nom à la télévision sur TF1. Donc, son nom de guerre, ça s'appelle le CHSF. Et on a eu de la chance de participer, malheureusement, à cet événement un peu tragique et d'avoir Pierre Merlin, qui était le RSSI, avec lequel on a beaucoup collaboré. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un rapide panel de c'est quoi une cyberattaque, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en tire, quelles sont les problématiques qu'on voit au quotidien. Donc, on va faire assez bref. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, ça, c'est la présentation qu'on a fait lors d'un événement qui s'appelle le Clusif. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est le CHU de Francilien. Je pense que c'est à peu près ce qu'est un centre hospitalier assez classique, somme toute modeste, avec toutes les spécificités qu'il peut avoir. On le verra après, parce qu'on ne sait pas, par exemple, qu'il y a le SAMU, les EHPAD, enfin bon, il y a pas mal de choses qui étaient dépendantes d'eux. Classiquement, pour juste parler de la direction informatique, c'est quand même une vingtaine de personnes à la direction à l'époque du CHU de Francilien, avec un réseau tout à fait correct, un péta de données, enfin des choses vraiment assez classiques et conformes à ce qu'on peut avoir chez n'importe qui. Ce qui est plus intéressant, c'est comment ça s'est passé. Alors globalement, ils sont appelés, le RSSI est appelé vers 1h30 du matin. Alors on est au mois d'août, il faut bien comprendre que les hackers sont des gens intelligents, et donc ils essayent surtout le moment où il y a le moins de monde possible pour être sûr que ça va faire le plus mal possible. Donc, ils se font appeler vers 1h du matin un samedi soir. Et au départ, on pense à un problème réseau, puisque globalement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les systèmes sont par terre, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, tout le monde cherche. Donc, tous les gens d'astreinte commencent à regarder, chercher, aller sur toutes les machines pour voir un peu ce qui se passe, parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Et globalement, vers à peu près 5h30 du matin, ils découvrent finalement un serveur qui est chiffré, cette fois-ci, donc crypté. Et là, ils se disent tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est plus important ou pas que prévu? Et là, ils découvrent une demande de rançon, mais alors, vous allez rire, qui a cette tête-là. Donc, en gros, une demande de rançon qui est. Non. Donc, vous voyez, la demande de rançon, au départ, c'est du texte, c'est assez mal fait. Et donc, on saura par la suite que globalement, c'est un stagiaire chez Lockbit qui finalement est l'attaquant, donc chez les hackers,
les hackers seniors lui donnaient un cours. Et donc, là, malheureusement, c'est la première partie de l'attaque. Et on verra que finalement, c'était quelque chose de pas très construit. Et 1 heure plus tard, là, il y avait vraiment une interface joli, beau, avec les faux logos, etc. Et quelque chose de beaucoup plus professionnel que cette première attaque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hackers, c'est un petit peu des pêcheurs. Hein. Ils jettent des filets, puis ils regardent ce qui remonte. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça fait écho un peu ce que tu disais, Pierre, c'est qu'effectivement, ils lancent beaucoup de choses et après, ils regardent finalement ça va, tout simplement. Donc, vers 5h30, décision de tout bloquer le système d'information. Donc, vous voyez, c'est un peu le grand bouton poussoir rouge, on arrête tout. Et là, il faut appeler bien sûr le DSI, il faut appeler l'administrateur de garde, etc. Enfin, là commence la misère, parce que effectivement, vous savez bien que le week-end, en plein dimanche matin à 5h30, les gens ne sont pas prêts, on se demande ce qui se passe, est-ce que tu es sûr? Et là, les premières réactions, c'est de tout enlever, tout déconnecter, enlever les câbles, c'est leur première réaction. Et après, comment ça arrive, la deuxième partie, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait finalement, qui on appelle. Et là, il se passe des choses assez basiques, hein, mais où sont les numéros de téléphone? Parce que de base, tout est sur la messagerie, tout est connecté, les téléphones sont en IP, hein, donc plus accès à rien. Vous pouvez juste imaginer qu'il n'y a plus accès au téléphone. Le CHU de Francilien, pour ceux qui connaissent, c'est une cage de Faraday à l'intérieur. Donc les téléphones portables ne marchent pas. Donc ils se retrouvent à aller au bout des parkings pour commencer à pouvoir téléphoner à des gens. Et puis après, on cherche les numéros de téléphone des gens utiles. Donc typiquement, l'anti, puisqu'il faut prévenir quand ça arrive, l'anti. Et là, vous cherchez le numéro de téléphone. Je peux vous dire que pour quelqu'un qui ne le connaît pas et qui n'a pas prévu ça en amont, c'est pas simple, parce que je vous mets au défi d'aller sur le site de l'anti et de me trouver leur numéro de téléphone. C'est quelque chose de quasi impossible. Donc, décision à 8h de déclencher le plan blanc. Oui, parce que là. Et donc, de commencer à rappeler le personnel, réadressage du SAMU, etc. Donc, ça, c'est ce qui arrive tout de suite. Ce qu'on constate après, c'est pire. C'est que vous vous doutez bien que les gens qui arrivent, vous ne savez plus qui ils sont, avec qui ils ont rendez-vous. Il n'y a plus un peu rien qui se passe, parce qu'on ne sait plus qui est quoi, qui doit aller qui, où ça, etc. Donc on se retrouve vraiment dans une situation compliquée. Donc bien sûr, en plus, pour couronner, parce que c'est des choses qui ne sont pas souvent dites, quand vous faites finalement ça, il y a la gendarmerie qui vient, qui met les CD sur notre système d'information. Parce que ça, c'est souvent oublié. Et là, vous ne touchez plus à rien, c'est-à-dire que vous n'avez plus l'occasion de toucher au moindre PC, à rien du tout. C'est-à-dire que tant qu'ils ne collectent pas les données pour pouvoir faire l'étude, pour savoir comment a été fait l'attaque, vous ne touchez à rien. Donc vous n'avez plus de système d'information. Donc là, vous revenez au papier. Il faut savoir que pendant des semaines, partez pas. Si, bien sûr, il n'y a pas eu le plan qui était prévu. C'est pour ça que la directive NIS 2 est intéressante pour la résilience, sur comment on va redémarrer une activité. Tout ça doit être construit, bien sûr, en amont. Et sachez qu'à l'époque, malheureusement, oui, penser, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est qu'on pense être sécurisé et on pense être en capacité de repartir parce que on a un truc qui s'appelle les sauvegardes et on se dit c'est génial, je vais pouvoir repartir avec ça. Mais on oublie plein de choses et vous allez le voir. Je vais essayer de passer assez rapidement sur un certain nombre de choses. Donc vous voyez Logbit et vous trouvez sur le dark web les données du CHU de Francilien, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, effectivement. Eh bien, les données sont toutes monétisées. C'est-à-dire que vous avez directement quelqu'un qui va vous contacter. Ils vous mettent en place un chat où vous allez pouvoir discuter avec Logbit pour dire voilà, alors on vous propose que si vous êtes gentil, c'est 10 millions. Si vous n'êtes pas, bon, c'est 15. Et puis, vraiment, oui, on voit que vous n'avez pas beaucoup d'argent parce qu'ils font une étude sur vous. Hein. C'est-à-dire qu'ils font une étude aussi sur quels sont vos bilans comptables, combien de personnes, etc. Donc, ils ont une très bonne idée du cash que vous avez et de combien vous pouvez leur donner. Et de combien eux vont monétiser quoi qu'il arrive vos données. Donc, il y a une vraie médiation qui se met en place avec la gendarmerie, avec ces gens-là, pour essayer de dédramatiser. Le chemin de l'attaque, alors je ne sais pas s'il est très intéressant parce qu'il est très technique. Pour faire très simple, ce que ça va faire écho à ce que tu disais, ils ont réussi à casser le mot de passe d'un prestataire qui avait un accès au réseau de l'entreprise. Donc,
en l'occurrence au niveau du CH. Et tout est parti de là. Et à partir du moment où ils ont cassé finalement ce mot de passe-là, ils sont rentrés parce que la personne avait des droits. Et donc, ils se sont servis des droits, ils ont rebondi. Et dès qu'ils trouvent quelque chose, eh bien, ils propagent l'attaque. Donc, à chaque fois, ils chiffraient tous les éléments qu'ils trouvaient. Donc, ils prennent, alors, pour information, hein, ils prennent les données, ils exfiltrent d'abord, et ils chiffrent pas. Et il y en a même qui vont plus loin, ils effacent les données et ils chiffrent pour vous donner l'impression que vous avez toujours vos données chez vous. Alors que la réalité, vous ne les avez plus du tout. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que parfois, on a l'impression qu'en payant la rançon, on va être capable d'avoir ces données. Donc finalement, vous les avez peut-être déjà plus chez vous. Donc ça, c'est des points qu'il faut avoir en tête, parce que souvent, c'est très compliqué. Donc je vais passer sur le détail complet de l'attaque, puisqu'on n'a plus la retracer. Et il faut savoir qu'en moins de 8 heures, 95% du système d'information était chiffré. Donc je vous laisse imaginer le mouvement de panique, puisque plus accès à rien. Donc là, on redonne des blocs-notes à tout le monde et on revient au système papier, manuel. Donc là, je pierre, quelque part. Donc, je vous passe tout ce qui a été touché, etc. Les laboratoires, la DPI, la radiologie, enfin, tous ces éléments-là, forcément, hein, il n'y a plus d'accès au réseau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication entre les systèmes. Donc, d'un seul coup, très, très compliqué. Et vous allez me dire, comme assez souvent, on dit mais on va pouvoir redémarrer assez vite. Non, parce que d'une part, il y a des CD, mais après, il y a un sentiment de panique qui intervient, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est sain de ce qui ne l'est pas dans le système d'information. Et ça, ce côté-là prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on va parler de sanctuarisation des données, d'avoir finalement des données isolées pour ne plus être en capacité de subir ce type d'attaque. Donc chez eux, tous les systèmes de sauvegarde, parce que les hackers sont assez intelligents, hein, c'est qu'ils ont bien compris que le dernier rempart, c'était la sauvegarde, et donc la restauration des données. Donc ils attaquent en priorité ça. Donc ils ont chiffré tous les serveurs de sauvegarde. Comme ça, vous ne pouvez pas vous servir de vos sauvegardes pour redémarrer. Et quand vous n'avez plus vos sauvegardes, vous avez des grands moments de solitude, parce que là, effectivement, la notion de payer une rançon devient malheureusement cruciale. Et ça, c'est terrible. Donc ça, c'est tout le schéma de la phase. Alors après, il faut organiser les gestions de crise parce que faut prendre les bonnes actions, qui fait quoi, comment. Et ça, c'est matin, soir, pendant des mois. Parce que faut bien comprendre qu'une cyberattaque, malheureusement, si elle réussit, c'est des mois de reconstruction. C'est pas une journée ni une semaine, comme on peut le croire. Pour info, le sud francilien est remis à 90%. Il y a encore 10% qui n'ont toujours pas réussi à remettre en marche. Ça fait tout le temps. Okay, donc, pour vous dire que c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, je vais passer sur tout le plan, sur comment ils ont redémarré, etc. Puisque, en gros, pour vous donner, on reconstruit à part, ceux qui ne l'ont pas fait, hein, donc complètement de manière isolée, un sanctuaire, et on redémarre service par service, élément par élément informatique, c'est-à-dire les serveurs techniques, et après on redémarre application par application, on vérifie chaque élément, et on redémarre comme ça, de proche en proche. Et ça prend énormément de temps et d'argent. Parce que, juste un point que j'ai oublié de préciser, n'oubliez pas que quand ça arrive, une cyberattaque, vous êtes incapable de passer la moindre commande. Ça paraît ridicule comme ça, mais n'oubliez pas que les fournisseurs, qui vous allez faire appel pour vous demander de l'aide. Alors, typiquement, nous, ça nous arrive tous les jours. On dit, pouvez nous livrer des serveurs ou des PC, mais dites-vous qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est incapable de vous passer une commande. Donc, vous voyez, on rentre dans un système qui n'est pas simple non plus, parce qu'effectivement, on demande beaucoup, et sachez que c'est des éléments à prendre en compte. Donc, tout ça, je vais passer. Par contre, ça, c'est peut-être ce qui va vous intéresser plus, c'est les impacts au niveau, finalement, de la vie d'un CH. Donc sachez que la biologie, par exemple, a été fortement touchée. Il était quasiment incapable de faire la moindre consultation externe. La pharmacie, c'est le pire, c'est que vous ne savez plus, finalement, la gestion des stocks, vous ne savez plus rien. Et pire, c'est que vous avez des patients qui ont des pathologies
savez plus du tout ce que vous devez leur donner ou pas, et quelles sont les quantités, qu'est-ce qui reste pas, est-ce qu'on va avoir assez pour leur permettre de survivre d'ici la fin de semaine. Enfin, c'est des conditions très dramatiques. Hein. Je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à vivre. L'imagerie, alors la grande chance, c'est que elle a été non touchée parce que c'était un système isolé. Donc, je vous le dis, ça c'était heureusement pour eux. Maintenant, le problème, c'est que vous échangez plus rien avec personne. Donc, effectivement, c'est un impact indirect. Bon, après, je passe la partie sang, etc. Les soins critiques, ben, plus aucun soin critique, puisqu'ils ont été obligés de rediriger tout le monde sur d'autres hôpitaux, de décommander des interventions, reprogrammer. Enfin, je vous laisse imaginer, c'est compliqué. Pour le mère enfant, bah, pareil, ils ont été obligés de tout transférer. La chirurgie, bah, on n'en fait plus. Et la médecine, hyper difficile de continuer. Les secrétariats, les choses classiques, bah, il n'y a plus rien. Donc là, on vient en papier. Et après, imaginez-vous, une fois qu'on recommence, il faut réinstruire tout ce qui n'a pas été fait. Hein. Tout ce qui a été fait en papier, il faut le remettre dans l'outil informatique. Donc il faut après rattraper le retard qu'on a pris. Et ça prend des mois et des mois et des mois. En téléphonie, quand on a fait la téléphonie, on n'a plus aucun contact avec personne, ni tous les numéros, on ne les a pas. Donc, vous laissez imaginer, pareil, c'est très, très, très compliqué à vivre. Je pense que la suite et ce qui est pire, c'est véritablement la communication avec le juridique. Alors, ça ne paraît rien, mais tout ce qui va être communication, dépôt de plainte, liste 2, c'est très très long, compliqué, puisque vous n'avez plus rien. D'accord Même le plan d'action, etc., si vous l'avez imprimé, foncièrement, vous n'avez plus accès à rien. Les PC des gens, les 3 quarts du temps, ils sont chiffrés également. Donc, on va plus parler des données personnelles de certaines personnes qui mettent sur leur PC, bah, malheureusement, elles sont chiffrées aussi. Et donc là, on rentre aussi dans d'autres problématiques, parce qu'on s'est retrouvé avec des praticiens, des médecins qui n'avaient plus accès à rien. Il y en a qui présentaient dans des séminaires, des choses, et ils n'avaient plus accès à rien du tout. Donc voilà, aussi très compliqué. La communication. Il ne faut pas oublier que la communication externe, parce que quand vous vous faites cyberattaquer, on a obligation de publication aujourd'hui. C'est impactant pour le business, parce que forcément, l'image, elle en prend un sacré coup. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une communication qui soit la plus claire, honnête, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement un fait commun, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et il faut être en capacité justement d'en parler positivement. Je reviendrai juste après sur les 700 000 courriers. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que comme il y a eu fuite de données, comme on est dans un hôpital, il y a les données personnelles des gens. Et bien, il a fallu adresser, puisque c'est la loi, hein, la CNIL l'impose, avec la RGPD, de faire des courriers à chaque personne. Je vous laisse calculer le coût de 700 000 courriers à la poste. C'est un coût que les gens n'avaient même pas pensé, mesuré, etc. Donc, les coûts indirects sont atroces, parce qu'effectivement, ça coûte très, très, très cher. Donc, je vous ai mis les bonnes pratiques, hein, c'est à côté. Et puis, il y a des choses indirectes. Alors, dans l'horreur, on va de plus en plus loin, parce qu'on peut aller jusqu'à la mort des patients, hein, dans ce genre de scénario. Mais là, quand ils ont récupéré la liste des patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur ont envoyé un petit SMS. En leur demandant de payer un petit peu d'argent pour venir consulter. Donc les gens se sont retrouvés avec des SMS où ils devaient cliquer, puis pareil, ils se sont avec leur téléphone, leur PC, etc. Et donc les hackers ont récupéré en plus de l'argent grâce à ça. Donc ils ne reculent devant rien. Hein. Je veux dire, c'est pas des gens bien. Enfin, faut bien comprendre que ce sont des gens derrière. Enfin, c'est des organisations mafieuses. Hein. C'est pas du tout des gens sympathiques qui sont là pour le plaisir. Hein. Ils sont vraiment là. Eux, c'est un travail. C'est un travail au quotidien. Donc après, je vous passe les démarchages, etc. Et puis la pression sur le système d'information, parce que les équipes subissent. Donc la fatigue, elle est énorme, mais elle est des deux côtés, hein, que ce soit côté informatique, mais également côté employé classique. Et un des points, c'est le manque de repos, parce que résultat, les vacances et tout ça, les gens, on leur demande de revenir. Donc
tout ce qui était prévu saute, hein, globalement. Ils travaillent le week-end, en horaire décalé, la nuit, le soir. Enfin, c'est vraiment très très dur. Et je veux dire, des choses les plus importantes qu'ils ont vues ces derniers mois. Faut manger. Ça paraît pas à grand-chose, hein, mais sachez que pendant ce temps-là, il n'y a plus rien, puisque la cantine, tout ça, ne peut plus assurer grand-chose. Et ben, ils se retrouvaient à aller chercher des sandwichs quasiment tous les midis. Et quand vous mangez pendant des mois un sandwich, pizza, quasiment tous les jours, c'est-à-dire que le moral, il en prend un sacré coup. Et ça paraît pas grand-chose, encore une fois, mais c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. C'est qu'il faut vraiment tout faire pour que ça n'arrive pas. Et il y a des moyens aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. Il y en a plein. Et il faut vraiment les mettre en place. Et ne pas négliger cette sécurité. On se dit toujours que ça n'arrivera pas. On se dit toujours qu'on est trop petit et puis que ça, on les intéressera pas. Alors là, sachez que eux, ils lâchent des filets et ils regardent ce qui remonte. Hein. Donc, que ce soit petit, grand ou pas, peu importe. Hein. Vous savez, même à l'inverse, ils préfèrent les petits parce que il vaut mieux 10 petits faciles qu'un gros compliqué. Donc, pour eux, en multipliant les sources, ils sont sûrs de se faire payer les rançons. Donc, c'est ça, finalement, le point le plus important. Juste pour vous donner un éclairage, ça leur a coûté à peu près une dizaine de millions, cette cyberattaque. Et à cause de ça, ils ont dû augmenter le budget informatique quasiment x2 sur les 5 prochaines années. Parce que malheureusement, ils se sont aperçus de plein de choses. Tu parlais tout à l'heure de bornes Wi-Fi, etc. Mais ils sont ce qu'on appelle le shadow IT. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que pour des raisons X ou Y, certains professeurs ou autres, parce que l'informatique c'était trop complexe et ils ne voulaient pas leur autoriser des accès, ils se sont donné des accès avec des clés 4G, des choses comme ça, où finalement on s'est aperçu que les hackers ont rebondi par exemple au Canada sur une université au Canada parce qu'un certain des professeurs avait des cours là-bas et qu'ils utilisaient du matériel aussi là-bas, et donc ils ont pu rebondir. Et donc ils ont, vous savez, comme une pieuvre, hein, ils se sont répandus partout. Donc attention à ça, parce que avec les lois aujourd'hui type NIS 2, on est responsable des tiers, c'est-à-dire que le fournisseur également. Donc si vous ouvrez des portes vers quelqu'un d'autre, vous en êtes responsable. Hein. Donc voilà, tout simplement, j'ai essayé de faire assez court, je ne veux pas non plus noircir le tableau, mais sachez que c'est vraiment l'affaire de tous et qu'il faut s'en préoccuper, et les solutions, elles existent par contre.